Oui, je Ouais, pense. ça doit être ça. Ah oui, il y a la reverb là ou ça va? Je Euh, pense que ça devrait il y en a aller. un petit peu. Bon, c'est acceptable. C'est Oui, acceptable. non, Qu'est-ce que ça c'est? passe. Parce- Ouais, je mettrai mon casque après, mais il charge. Donc l'idée, Vous venez de commencer, monsieur, là? C'est bien ça? ouais, je peux attendre un peu si vous voulez, mais. Oui, parce que ça bug un peu. Ok. Vous coupez. Ah, Moi, ça va. Bon, ça va se faire. Ah ouais, c'est bon. Pour l'instant, moi, ça passe. alors pour les courbes paramétrées, pour l'abscisse curviligne, là, ce qu'on va faire, on va tout faire en 2D, mais en soi, on peut tout faire en 3D. Ça change pas. Ça change quasiment rien. Ben voilà, il est là mon câble. Voilà, comme ça, il y aura moins de reverb. Je vous entends pas. C'est parce que vous parlez pas. Ah, on parle pas, c'est ça. Oui, oui, c'est juste qu'on parle pas. Ok. Donc, on commence ou j'attends un peu? Moi, c'est bon. En fait, faut voir les gens qui voulaient attendre. Est-ce que vous pourriez attendre 2 secondes que j'imprime le texte, s'il vous plaît? Ouais, bien sûr. Merci. Merci. Bon. Bon, on va s'en sortir finalement. Ouais, Ouais. plus ou moins. T'en as que mal, hein. Et du coup, pour l'enregistrement, ça se passe. Bah, j'ai cliqué enregistrer. Je verrai après hein, si ça a marché. Vérifiez si vous avez quand même de l'espace disque parce que ça. Bon, peut ça quand va, même il y passer. a. Ah oui, là, je dois avoir largement. Bah, si jamais ça plante un moment. Ah, à ce propos, il faut que je mette mon ordi à charger, sinon. Ah, ça pourrait être problématique. Ouais, sinon, écran noir d'un coup. On va... Ouais, ce serait bête que. Ah, torticolis. Oula, putain, merde, c'est quoi ça? Attendez, une minute, il y a un truc en feu qui vient de descendre de ma fenêtre. D'accord. Bon, je propose qu'on arrête de donner cours à la fac et de venir à la fac et de faire comme ça à partir de maintenant. Plus besoin de se réveiller le matin. Aussi, C'est ça. Ok, d'accord. J'explique tout. Bon, vous me dites quand c'est imprimé, tout ça. Bon, moi c'est bon. Sauf si... Et je sais pas, il y avait, je sais pas qui disait d'attendre un peu. C'est des bras. Oui, c'est moi, j'arrive. D'accord. Ah, on a Jean-Paul aussi. On t'entend pas, Jean-Paul?
Ah non, je suis pas dans le bon forum. Tac. On est combien là? Ah, on est pas mal. Ok. Alors, Déborah. 25. Bon, ça fait la moitié de la promo. C'est déjà ça. Ah, Déborah arrive pas à parler, elle a dit. Ah. Bon. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Ok. Donc, on va considérer que c'est bon. Alors, la question. Anna-Louise, tu fais des drôles de bruit. Moi? Je sais pas ça. Alors, la question, c'est quand vous avez une courbe. Ah, non. C'est quoi ce bruit là? Je sais pas. Quand vous avez une courbe comme ça dans le plan, on peut le faire en 3D. Une question naturelle, c'est de savoir c'est quoi la longueur de ce truc. Pas moi, je... Parce que, bon, je sais pas, ça peut nous intéresser de savoir c'est quoi la longueur de cette courbe. Ok. Et la question c'est comment on le calcule. Alors, si vous êtes sur un tableau, alors pourquoi je m'entends vous prenez votre règle et puis vous mesurez. Ou alors vous mettez un fil, vous suivez la courbe, vous tirez sur le fil, puis vous mesurez ce que ça donne. Bon, ça c'est expérimental. En maths, si j'ai la courbe qui est donnée par y égale f de x, et que je fais de xa. Ah, Déborah arrive pas à voir la vidéo non plus. Ah. Ok. Peut-être que si elle relance, peut-être que si elle quitte et relance, je sais pas. Donc la question. Demande-lui si ça charge. Ouais, mais ça met un peu de temps, je crois, à charger. Donc mathématiquement, quand j'ai la fonction f de x et que j'intègre entre xa et xb, en fait, je peux calculer la longueur. Alors comment on fait? C'est tout ce qui est expliqué au départ. La longueur, ça va être, par définition, c'est la somme. C'est la somme des petits déplacements. Okay. J'ai pareil, j'ai un petit souci là, ça marche plus. Il est marqué player stopped out. Je sais pas si je suis le seul à faire ça. Chez moi, ça marche encore. Ça continue de marcher. Hein. Ça va revenir. Non, ça marche. Léo, c'est peut-être sur une autre fenêtre, ton truc. Non, mais j'ai cliqué dessus pourtant, mais. C'est pour ça que de mon côté, je vais l'enregistrer et mettre sur YouTube parce que de mon côté, normalement, ce sera stable. Je sais pas si j'aurai vos questions, par contre, si ça va enregistrer ça. Qu'est-ce que c'est ce bordel quoi. Ça risque d'être sur notre fenêtre, Léo. Moi, je l'ai sur une autre fenêtre, par Ouais, exemple. voilà, c'est sur notre fenêtre, je suis sûr que... Bon. Du coup, on va sommer tous les petits déplacements ici. Monsieur? Ouais. C'est un rappel de cours, ça? Ouais, c'est le début du... Enfin, rappel, c'est le cours, quoi. C'est les encadrés 1-1 et 1-2 du TD5. Juste, je l'explique avec des schémas, quoi. Donc, ce qu'on appelle DS, c'est ce petit bout ici, là. Puis, il y a un petit bout ici qui vaut DS aussi, puis il y a un autre petit bout, etc. Et si je somme ces petits déplacements, alors comme le DS ça va tendre vers 0, c'est pas une somme usuelle, c'est une intégrale. Donc ça va être l'intégrale des DS. Ok. La question c'est comment je calcule de A jusqu'à B. La question c'est comment on calcule ce truc. DS, comme je suis en 2D, quand je me déplace, donc DS, le bout de courbe il est là. Et pour aller de ce point ici à ce point-là, je me déplace de dx à droite et de dy vers le haut. Comme c'est des infiniment différenciés, enfin des infiniment petits, de façon, ce truc-là, ça va devenir une droite. Donc ça va devenir un triangle rectangle. Donc par Pythagore, ds c'est dx2 plus dy2. Ok ?
Donc, cette intégrale, c'est en fait... parce que ds, sinon, on ne sait pas ce que ça vaut. Où est-ce qu'il est mon effaceur? Ouais, il est là. Ah. Pardon. Donc, ce qu'on doit calculer réellement, c'est l'intégrale de la racine des dx2 plus dy. Alors ça ressemble pas trop à une intégrale usuelle, parce que d'habitude on a un truc de type f de x dx, ok. Là, il y a des dx et des dy, mais ils sont pas. D'abord, ils sont au carré, et ensuite il n'y a pas que dx, il y a dx et dy en même temps. Donc l'idée, c'est de faire une petite ruse un peu débile, c'est de factoriser par dx. Et ça donne 1 plus dy sur dx le tout au carré. Ça marche encore là? Ouais, ça marche. Oui. Ok. Non, je sais pas, il y a des bruits. Ça marche bien. Il y a Oui, des oui. bruits bizarres. C'est Donc des en bruits de fait, connexion. Monsieur, comme j'ai ma courbe qui est donnée par y. Monsieur Oui. l'image ne. Ah, ça marche toujours pas pour toi? Ouais. Moi, j'ai l'image qui a prise aussi, moi. Non, Moi, moi, ça va, là. Moi, ça va, ça fait. c'est peut-être vos connexions, non? Ah oui, c'est probable, hein, de toute façon. Ouais, il y aura des petits sauts de toute façon, je pense. Je vais faire un partage, c'est possible. Le truc, c'est que je suis déjà en partage 4G, donc je vois pas ce que je peux. Ouais. Alors, la première intégrale, elle est de A vers B en tant que. Par contre, la deuxième, ça devient une intégrale classique dx Ah, c'est- d'une fonction f de x. Et donc, cette fois, c'est entre la borne xa et xb. Et donc, pour calculer la longueur de ce chemin, en fait, il suffit de primitiver 1 plus f' de x. Il ne faut pas oublier le carré dx entre xa et xb. Ok? Mais en général, on n'a pas de forme pour intégrer ça. C'est pas une intégrale visuelle. Je comprends pas la question. Bah, Bah, ça te donne... c'est difficile d'intégrer une racine de quelque chose. Ah, bah ça dépend. Non, mais tu vois, il y a des exemples. La chaînette, dans le 1,4, on va savoir calculer cette intégrale. Après, des fois, en fait, ça dépend de f', hein. Évidemment, si je te donne un f immonde, tu sauras pas primitiver ça, mais ça, c'est une autre question. Parce que par exemple, pour le 1.3, j'ai un truc horrible et je sais pas. Pour le 1.3, c'est-à-dire la chaînette, ouais. Ouais, c'est Alors, ça. en fait, il y a des formules de trigo hyperboliques sur les sinus h et les cos h. Il y a cos h carré moins sh carré qui vaut moins 1, je crois, ou plus 1, je sais plus la formule. Et tu peux du coup faire une formule de trigo hyperbolique et simplifier ton intégrale. On verra ça, Ok. à ce moment-là. Alors ça, c'est dans le cas où votre fonction, enfin, où votre chemin, il peut être décrit par une fonction. Ok? Donc vous pouvez utiliser cette formule-là. C'est plus simple. Maintenant, dans la vie, il y a des chemins qui ne sont pas des fonctions. Imaginez que ce qui m'intéresse maintenant, c'est le chemin qui fait ça. Ok. Maintenant, je veux la longueur de cette courbe-là. Manifestement, ceci n'est pas le graphe d'une fonction. Pourquoi je dis ça? À votre avis, pourquoi c'est pas le graphe d'une fonction? Parce qu'il y a des abscisses qui ont des images. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc ici, je peux en x, j'en ai même 3 images. Donc c'est à la limite, c'est ce qu'on appelle une fonction multivaluée, mais je vais pas pouvoir avoir accès à y égale f de x. Donc ce qu'on vient de faire juste avant, ça va pas marcher. Alors dans ce cas, et si je prends un truc plus simple, genre le cercle, c'est le même cas. Dans ce cas, il va falloir ruser, et il va falloir disposer d'une paramétrisation de la courbe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner une courbe paramétrée, en fonction d'un paramètre qu'on peut appeler le temps si on veut. Le temps va commencer en TA, il va finir en TB, et on va intégrer la longueur grâce à cette courbe paramétrique, à cette paramétrisation-là.
Alors comment on fait? Je peux dégager ça. Bah, il faut revenir à la définition, c'est-à-dire ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais introduire un dt. Donc l'intégrale, elle va aller de TA à TB. J'introduis dt ici, du coup, il sort. Du coup, il sort dans la racine. Et comme j'ai la courbe paramétrée explicitement x de t, y de t, bah, je peux aller calculer les x points et les y points. Donc le calcul, ça va être x point carré plus y point carré. Alors ça, c'est plus pour les exos 1,1 et 1,2, où on doit faire ces choses. Ok, et ça, c'est une intégrale explicite qu'on peut primitiver, si elle est primitivable, qu'on peut calculer de façon standard. Ok, ça, c'est pour calculer les longueurs de chemin. On va juste dire ça pour le moment. Je viendrai le... Et après, il y a un encadré au 1.4, mais j'y reviendrai. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Attendez, monsieur, est-ce que je peux recopier parce que du coup, Oui, bien sûr. Alors, c'est... je m'entends des fois. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui fait de l'écho. C'est moi. Si je suis trop près, c'est... Donc ce sont les formules qui sont données en fait dans le point méthode page 2. Okay. Je l'ai juste fait dans l'autre sens, mais... À partir de là, on peut faire les 4 premiers exos qui sont pas très compliqués. Alors sur l'exo 1.1 que vous avez cherché, n'est-ce pas? Je peux effacer des bras ou... C'est bon, monsieur. Ok. Alors, dans le premier, on donne une courbe paramétrique, justement. On donne ça. Ah bah. C'est pas malade. Juste, j'aurais une question. Oui. Ce serait pas plus simple que tout le monde se mute quand vous êtes en train de nous expliquer quelque chose et quand on a une question à poser, on se démute? Parce que sinon, il y a des échos qui arrivent et il y a des choses comme ça qui arrivent et ça a l'air un peu plus compliqué à suivre. C'est pas idiot. Donc, si les gens veulent le faire, comme ça sera plus simple. Et si on a une question, bah, comme ça, on vous interloque en se démutant. Ouais, Il y a une option sinon. c'est vrai que ça fait plein de petits bruits bizarres de connexion partout. Et pour pouvoir se mute plus facilement, il y a un bouton directement sur Discord, rendre muet. Pas le mettre en sourdine parce que sinon on n'entend plus de bruit, pour ceux qui connaissent pas. Okay. C'est bon? Du coup, je parle dans le vide. Ah oui, c'est... Donc ça c'est des équations de quoi? Alors là, il va falloir se démuter. On le connaît par cœur, ça, c'est... C'est une expression d'un cercle. C'est un cercle. De rayon R. De rayon. Grand R. Il est un peu mal fait. Ah. Donc c'est un cercle de rayon R. À t égale 0, on est là. Quand t augmente, on parcourt dans ce sens-là. Quel est le chemin dessiné par cette paramétrisation? Donc c'est un cercle. Quelle est sa longueur? Alors, la paramétrisation, c'est que t va de 0 à 3 pi sur 2. Monsieur? Ouais. Le chemin, c'est pas plutôt les 3 quarts d'un cercle? Si, ouais. Si, c'est ce que je fais. Hop, je l'enlève. Donc on arrive là, puisqu'en t égale 3 pi sur 2, on arrive ici. Donc le chemin dont il est question, c'est
un 3/4 de cercle, donc c'est un chemin assez trivial. Quelle est sa longueur? Alors, vu que c'est un 3/4 de cercle, vous pouvez me dire directement que c'est 3/4 du périmètre. J'accepte. Mais on va voir le calcul. Donc ce qu'on doit trouver, c'est 3/4 du périmètre, donc 3/4 de 2πr. Et le calcul, c'est ce qui va nous donner. Puisque j'écris que L, c'est l'intégrale donc de TA qui vaut 0, jusqu'à TB qui vaut 3π/2, de dt, de la racine de x point carré plus y point carré. Ok. Alors x point, c'est un... x, c'est un r cos θ, donc ça fait du r sinus t. C'est un r cos t, donc c'est un moins r sinus t, mais le tout au carré, ça va faire du r2 sin t, le tout au carré. Y point, ça fait un r cos, trivialement, donc ça fait r cos carré. Mais monsieur, Ouais. on ne peut pas définir la valeur La quoi? simplement l'expression, la valeur de dx à partir de x2 pour après élever au carré et avoir notre intégrale de Si, racine de dx carré. c'est ce que j'ai fait ici, puisque en fait ce que je dis, Ah oui. dx, c'est x point fois dt. Simplement, du coup, ça factorise le dt carré qui sort ici. Tu vois? Ah oui, ok, ça marche. Et pareil pour y. C'est comme ça que le x point et le y point sortent. Alors, cette intégrale, comme disait, je ne sais pas si c'était Théo, en général, l'intégrale d'une racine, c'est vilain, c'est vrai. Mais ici, cos carré plus sinus carré, ça fait 1, donc ça se factorise facilement en ça. Le racine de R2, ça devient R. Donc, le R est une constante, donc il sort, il se met là. Et ça fait 3π/2. Ce qui est bien 3/4 du périmètre. Logique. Monsieur, Ouais. pourquoi au niveau de la deuxième ligne, vous avez retiré l'intégrale? Non, elles sont ceux que je les ai pas écrits. D'accord. Ok, donc un exemple trivial, mais qui illustre comment on fait la formule. Alors, pour la question 2, la question évidemment, c'est que la longueur d'un chemin, vous voyez bien que sur un schéma, elle a une valeur et une seule valeur. Donc si je paramétrise autrement, il est important que les mathématiques me disent que, quelle que soit la paramétrisation, la longueur du chemin est toujours la même. C'est un théorème, c'est vrai. Je démontre pas le théorème, c'est pas très... En fait, c'est vraiment assez facile à démontrer d'ailleurs. On pourra le faire. Mais dans le 2, on demande un exemple de ça. Donc, qu'est-ce que je dois écrire si je veux, comme paramétrisation, si je veux parcourir ce même chemin 2 fois plus vite? Là, je vous écoute. On met un facteur 2 Ouais. Où ça? dans l'expression de xt et de yt. Voilà. Alors pourquoi? Parce que vous savez que ça c'est un cos oméga t, donc c'est la vitesse angulaire. Donc là, je mets une vitesse angulaire 2 fois plus grande. Yes. Par contre, mes bornes sur t doivent changer, évidemment, parce que si je garde les mêmes bornes, je ne vais pas faire un 3/4 de cercle, je vais faire 2 fois un 3/4 de cercle. Donc il faut que je réduise mon t d'un facteur 2. Donc je vais prendre t qui va de jusqu'à 3π/4. Comme ça, le 2t arrive bien jusqu'à 3π/2 et on se retrouve avec essentiellement le même chemin qui est juste parcouru 2 fois plus vite. Et le calcul, cette fois je change les bornes. Monsieur, Oui, juste, le fait est que T, vous l'avez divisé par 2, enfin, ouais, c'est ça, divisé par 2. Enfin, En gros, c'est parce qu'on va plus vite, c'est ça? bah oui, Ça, parce que sinon, tu vois bien que au bout de l'intervalle, tu dois arriver au même point, c'est-à-dire le point qui est ici. Toi, tu vas arriver ici, et vu que tu vas 2 fois plus vite en temps, c'est clair qu'il faut diviser par 2. Enfin, si tu multiplies par Ah oui, ok. tu dois diviser par n ici. Okay. Ok. Parce que sinon tu calcules pas la longueur du même chemin, donc tu vas trouver un truc différent.
Ok, et du coup, ça reste. Excusez-moi, monsieur. Oui, J'ai pas compris pourquoi t est compris entre 0 et 3 picards. alors ce 3pi sur 4, c'est un demi de ce qu'on avait tout à l'heure, de 3pi sur 2. Ah, Et alors pourquoi c'est un demi? Parce que il faut que mon point d'arrivée soit le même. À t égale 0, je suis toujours là. hmm. Et moi, ma question, c'est de calculer la longueur du chemin. C'est que ça, ma question. Donc il faut que ce soit le même chemin. Donc il faut que je sache ce que vaut tb ici pour que j'arrive bien à ce point-là. Et vu que je vais 2 fois plus vite ici dans le cos et dans le sinus, c'est clair que il faut que t soit divisé par 2 pour arriver au même point. Donc le premier, D'accord, c'est une paramétrisation qui va comme ça. Le deuxième, c'est une paramétrisation qui va 2 fois plus vite. Hop. Et ça fait la même chose. d'accord. Donc le calcul... Ah oui, alors... Oui, voilà. Sauf que ce qui change maintenant, c'est l'expression de mes x points. Puisque comme j'ai un cos de t, ça va me sortir un facteur 2. Donc ça me fait un 2 à un moins 2r sin t, si j'écris tout. Le tout au carré, ça c'est x point carré. Plus 2r cos de t, le tout au carré. Les sin carré plus cos carré font 1, les moins au carré ça fait plus 1, et donc on trouve ça, et à la fin on trouve donc la même chose. 3 quarts, 3 demi, ouais, 3 quarts. Ok? Monsieur, Oui, au niveau de la première ligne, c'est bien x points au carré? oui. Ok. D'accord. Alors, on peut démontrer de façon générale que en fait c'est assez évident. C'est un changement de variable simplement dans les bornes de l'intégrale et dans le dt. Vous posez, si vous voulez le démontrer de façon générale, vous posez un nouveau paramètre, lambda, qui vaut grand N fois t. Okay, ici on avait pris N égale 2. Et vous faites votre changement de variable dans l'intégrale. Et vous changez les bornes et vous montrez trivialement que le résultat est indépendant de la valeur de lambda de n. Il faut évidemment que n soit non nul, sinon ça ne va pas marcher. Et ça montre l'invariance par reparamétrisation, on appelle ça. Ok. Alors dans la question 3, en fait, pour le moment, j'ai tout fait en cartésienne. Et bien sûr, on peut tout faire aussi dans n'importe quel système de coordonnées. Le truc, c'est que si je reviens à la base, j'ai, par définition, le ds, c'est la norme de DOM. Alors, comme DOM en cartésien... Monsieur. Oui. Juste, en polaire, je présume qu'on est censé arriver à la fin. L égale la même chose, c'est toujours égal à la même chose, tous les L. Oui, forcément. Oh là là. Ok, d'accord. Alors, la formule de laquelle on est parti, c'est parce que c'était la norme du déplacement, donc DOM. Et la norme de ça, en cartésien, ça fait effectivement racine de x. Pardon, dx, dy. Ça fait effectivement ça. Et là, vous comprenez pourquoi j'ai beaucoup insisté sur les expressions de DOM, qu'il faut connaître par cœur, parce que, en fait, vous voyez que là encore ça sert, et dans le reste du TD ça va servir. Si maintenant je suis en coordonnées polaires, vous n'allez pas me redémontrer à chaque fois ce que vaut DOM, il faut le connaître, quoi. Alors DOM en polaire, on l'avait fait déjà plein de fois, c'est des ρ euro, plus ρ dθ, phi, on l'appelle phi. Ok. Donc la norme de ce gars-là, c'est manifestement... Ah, j'espère que je vais avoir des crayons qui tiennent pendant 2 semaines, ça c'est pas garanti. Ok. Et donc en fait, on va arriver sur la même type de formule, sauf que ça va pas être racine de x point carré plus y point carré, ça va être la racine de
en fait, de la vitesse, de la norme de la vitesse en coordonnées polaires. Donc rho point carré plus rho phi point carré. Si vous êtes en sphérique, donc si vous êtes en 3D, ce sera l'expression du DOM sphérique, etc. etc. Donc, si vous êtes en polaire, une des formules pour une courbe paramétrée, ça va être TATB, de la racine de, intégré sur dt, de la racine de rho point carré, plus, alors c'est rho de t, quoi, plus rho de t, phi point carré, phi point de t carré. Donc t carré. Ok? Alors ici, cette expression, elle va être particulièrement simple dans le cas d'un cercle, puisque en polaire, vous avez juste rho égale constante, et phi qui vaut oméga t. Donc, si je fais mon 3/4 de cercle en polaire, je vais écrire rho égale r, égale constante. Donc rho point vaut 0. Et puis j'écris phi égale oméga t. Alors ici, oméga vaut 1. Mais de façon générale, je pourrais aller à une vitesse angulaire oméga. On fait des maths, donc on s'en fout des unités. On laisse ça comme ça. Et donc je calcule. Donc ça fait rho point égale 0. Et ça fait phi point. Alors je vais prendre oméga égale 1, donc ça fait phi point égale 1. Voilà, ça fait oméga, mais ça fait 1. Donc, et TA, je ne sais pas si on voit jusqu'ici, ouais, TA égale 0. Et TB, c'est 3π sur 2. S'il y avait un oméga, je mettrais un 3π sur 2 oméga pour arriver au même point. Ok? Pas de questions? Et donc le calcul va donner essentiellement la même chose, sauf qu'on le fait en polaire, quoi. Donc ça fait dt de 0 à 3π sur 2, de la racine de rho point carré, c'est-à-dire 0, plus R2 fois phi point carré, c'est-à-dire 1, et donc on trouve la même chose. Ok? Le truc, c'est que dans ce cas-là, puisque une des coordonnées est constante, j'avais même pas besoin de la paramétrisation en vérité. On aurait pu être plus rapide. Je pense que c'est comme ça que je l'ai écrit dans le corrigé. Donc remarque, ici, alors c'est spécifique au fait qu'on est sur un cercle, ici d rho vaut 0. Donc directement DOM, dans ce cas-là, vaut uniquement rho des phi, e phi. Donc l'intégrale de la norme de DOM, c'est directement, alors rho vaut R, donc c'est directement R des phi. Et du coup, je suis pas, entre le point A et le point B, je suis même pas obligé d'introduire une paramétrisation en temps. Je peux directement dire que ça va de phi A, qui vaut 0, le premier angle, au point d'arrivée, à l'angle d'arrivée, c'est-à-dire 3π sur 2. Et donc l'intégrale de dφ, ça fait phi, donc ça fait 3π sur 2 moins 0. Ok, ça fait R phi entre 0 et 3π sur 2, et je retrouve encore la même chose. Et ici, j'avais pas besoin de paramétrer. Quand est-ce qu'on a besoin de paramétrer en fait? On a besoin de paramétrer quand il y a à la fois un dx et un dy, ou quand il y a à la fois un dρ et un dθ. Pour pouvoir se ramener à une intégrale à une dimension qui dépend que du temps, par exemple. Mais s'il n'y a qu'un seul élément différentiel le long de cette trajectoire-là, c'est-à-dire c'est le cas ici, s'il n'y a que des phi, je peux directement intégrer sur phi sans paramétrer. D'accord? Bon, ça arrivera assez souvent dans la suite, ce genre de calcul direct, en fait. Voilà, donc Ça va être un peu comme en méca, où en soi on a toujours le point qui est tout le temps constant, enfin le rho point qui est tout le temps constant, quoi. Enfin tout le temps égal à 0, je veux dire. Tout le temps, c'est parce que vous faites des trajectoires circulaires pour le moment, oui. Oui, pour l'instant, oui, mais pour l'instant c'est un peu comme la méca où c'est ça en fait. Ouais, alors effectivement, il y a pas mal d'exos dans la suite où en fait, on va faire des intégrales doubles, triples sur des figures géométriques standards, donc le cylindre, le sphère et tout ça, donc il y aura souvent une des coordonnées ou les deux qui seront constantes et il n'y en aura qu'une de variable, donc ça va simplifier pas mal.
Mais en soi, il y a aussi des possibilités où c'est non trivial dans les 3 dimensions. Donc c'est le cas de l'ellipsoïde qui est page 8 ou 9. Et dans ce cas-là, il va falloir paramétrer, enfin, va falloir. Voilà. Effectivement, quand il y a une simplification possible, on la prend. Ok, ouais, on va au plus vite quand on peut, quoi. Donc en méca, c'est vrai que c'est circulaire, mais ça c'est parce que vous faites les trajectoires circulaires pour le moment. En vérité, vous savez que c'est une ellipse dans le cas de la gravitation. Et dans le cas de l'ellipse, bah, en fait, si vous le faites pas pour le moment en méca, je sais pas si Cécile est là en ligne, non. Si vous le faites pas encore pour le moment, c'est parce que c'est plus compliqué. Mais ça se fait. Ok, ok. D'ailleurs, je sais pas si vous le ferez cette année, je crois que vous le ferez l'an prochain. Bah, on avait là le dernier cours de méca qu'on a eu la semaine dernière, c'était les lois de Kepler, donc on a un tout petit peu vu en partie troisième loi de Kepler et toutes ces choses-là, donc on va forcément arriver Les lois, vous les avez vues même au lycée, je pense, la démonstration. Oui, on les avait déjà vues en terminale, mais... La démonstration, c'est que ça a des équations différentielles en polaire, et elles sont différentielles non linéaires couplées, donc elles sont un peu moches. Il y a un changement de variable qui est non trivial, qui permet de finalement résoudre le mouvement et montrer que c'est une ellipse. Mais c'est pas facile. Ce passage-là, il est un peu dur. Bien. Longueur de l'hélice, exo 1-2. Alors, l'hélice, on l'a déjà vu. On fait, pour en dessiner une correcte, on fait d'abord un cylindre. À t égale 0, je suis en x, donc je suis là. Donc on part de là. Et on va dans le sens, alors je vais prendre oméga positif, donc on va dans le sens trigo, donc on fait ça. Je vais vraiment avoir des problèmes de marqueur, ça c'est embêtant. J'aurais dû aller en acheter ce matin avant que tout soit fermé. Alors qu'est-ce qu'on veut? On a la paramétrisation. Alors se convaincre sur un schéma que cette courbe est une hélice régulière, bon ça on l'avait déjà fait dans le TD3 en l'occurrence. Et on avait déjà calculé son pas. Alors le pas, on va le refaire ici. Donc le pas, c'est cette distance-là, quand j'ai fait un tour, notre petit h. Si j'écris pas assez gros, vous me dites, hein, je peux écrire plus gros. La paramétrisation, donc c'est x égale r cos t, enfin oméga t. Et on va à une vitesse v0 vers le haut. Enfin, si v0 est positif. Donc comment on trouve h? Je vous rappelle, il suffit de dire que la période du mouvement, c'est la formule habituelle, c'est 2 sur oméga. Donc ça veut dire que quand j'augmente de grand T, je fais un tour complet. Okay, ça veut dire que x de t plus grand T égale x de t. Et pareil pour y. Donc ça, c'est faire un tour. Et donc dans ce cas-là, je regarde ce que vaut mon delta z. Donc le z en t plus grand T moins le z en t, ça donne le pas. Donc manifestement, c'est égal à v0t, c'est-à-dire v0 de pi oméga. Okay. Donc ça, c'est ce qu'il demande dans la première question. Ce qu'on va en avoir besoin après. Maintenant, alors d'ailleurs, on est en 3D là-dessus. Quelle est la longueur de cet escalier en colimaçon ici pour un tour? Okay. Si je vous pose la question comme ça, avant d'avoir fait ce qu'on vient de faire, ça saute pas aux yeux. Enfin, je pense que si je vous ai demandé ça la semaine passée, vous auriez un peu bugué. En fait, c'est pas compliqué grâce à la formule qu'on vient de voir. Alors le pas, je vais le sauver dans un coin, c'est h égale 2pi v0 sur oméga. Hop. Je vais dégager le schéma parce qu'on n'en a pas besoin. Non. Trop tard. Alors, on peut faire le calcul en cartésienne, puisque la paramétrisation était donnée en cartésienne. Donc, je vais le faire en cartésienne. Mais évidemment, on pourrait passer en cylindrique. Il suffirait de dire que ρ égale constante, que phi égale oméga t, et z égale v0t. Donc, mon DOM,
tout part du... On voit jusqu'au bout là. Ouais. Tout part à chaque fois du DOM. Ouais, non, je le fais en cartésienne. Donc le DOM, c'est... Bon, c'est habituel, c'est dx, ex plus dy, ey. On est en 3D, donc on rajoute plus dz. J'efface ça. J'efface ça. Et donc mon intégrale, alors, je vais aller de TA égale 0, donc en bas de l'hélice. Et je fais un tour, donc je vais à TB égale grand T. Donc ma longueur d'un tour, c'est de l'intégrale de 0 à grand T, de la racine, comme tout à l'heure, des x point carré plus y point carré, mais cette fois aussi plus z point carré, puisque je suis en 3D. Vous me calculez ce truc-là, ça va faire un r carré cos carré plus un r, enfin plutôt un r2 sin carré plus un r2 cos carré, ça va faire un r2. Je ne vais pas écrire tout le détail ici, c'est comme tout à l'heure. Donc, ce gars-là, ça donne R2. Et Z point, ça fait plus V0. Carré. Donc, on est encore dans un cas assez trivial où la racine ici ne dépend pas du temps. Donc, tout ça c'est une constante. Donc, ça sort de l'intégrale et il me reste racine de R2 plus V0 carré fois T. Bêtement. Sauf qu'on le veut en fonction de R et de H, le pas. Donc on va remplacer... Monsieur, Ouais. moi pour le DS, donc le petit DS là, vous avez donc racine de R carré plus 0 carré, et moi j'ai racine de R carré fois oméga carré plus... Ouais, parce que j'ai pas écrit le détail, mais je suis allé trop vite. Mais bien sûr ici, dans l'exo 1, oméga valait 1, c'est pour ça que... Mais bien sûr qu'il y a... Oui. Ah oui, ok, d'accord. Sinon on allait avoir un problème de toute façon. Merci. Ok. Et alors ça, il y a une mini manipulation algébrique à faire ici. On peut tout exprimer en fonction de h. Donc d'abord je remplace, on voit jusqu'à cette ligne-là, ok. Pour le moment je touche pas à la racine, je vais juste remplacer t par sa valeur, c'est-à-dire 2pi sur oméga. Et le oméga, je le rentre dans la racine. Donc quand tu rentres dans la racine, il rentre en 1 sur oméga au carré. Donc c'est égal à racine de R2 plus V0 sur oméga, le tout au carré, fois un 2pi qui était là, donc le 2pi je vais le mettre là. Ok? Et V0 sur oméga, avec la formule du dessus, il se trouve que c'est égal à h sur 2pi. Donc on trouve ça. C'est bon? Pourquoi on pouvait anticiper que le résultat ne dépendrait pas de oméga ni de V0? Je vous écoute. Parce que genre oméga et V0 sont constants? Non, c'est pas ça la réponse. Si je change... Est-ce que vous ça, pouvez répéter la question, s'il vous plaît? C'est la suite là, dans la question 2. Pourquoi pouvait-on anticiper que le résultat ne dépendrait pas de oméga ni de V0? Ah, ok. Parce que le chemin, il dépend pas de la vitesse, non? Parce qu'on a vu Ouais. tout à l'heure. Ouais, donc oméga, ça va vous donner la vitesse à laquelle j'ai une vitesse angulaire, et V0, c'est la vitesse verticale. Mais comme moi, je m'intéresse juste à un tour d'hélice, à sa longueur, c'est clair que ça ne doit pas dépendre de la paramétrisation, donc ça ne pouvait pas dépendre de V0 et de oméga. Donc c'est ce qu'on trouve. Et Mais par contre, oui. est-ce que H, enfin oméga et V0 ont un impact sur H? Ça forcément, dans le sens où le H sera plus élevé si le V0 est plus élevé. Oui, choses bien comme sûr. ça. Dans la façon dont... oui. Dans l'énoncé, on commence par donner la paramétrisation en termes de V0 et de oméga, mais j'aurais pu retourner l'énoncé. Peut-être je le ferai pour l'an prochain d'ailleurs, où en fait... Ça lag un peu là, non? Ou c'est moi qui rêve? Allô? Ok. Ouais, Oui. vous m'entendez. Mais ça va, ça. Les vrais paramètres géométriques, c'est le pas, H, J'entends le plus rayon personne, R. je sais pas si c'est normal.
Ah non, c'est pas normal. Il n'y a plus personne? Non, si, on est encore là, mais il y a je sais pas qui arrive plus à entendre. Léo, quitte Discord, relance-le et reviens. Ah, si t'entends, comment tu veux qu'il fasse ça? Ah bah c'est C'est bon. vrai. Je vais lui envoyer un message, attendez. Ouais. Parce qu'il nous entend pas, donc. Et donc c'était Erwan, je crois. Le... En fait, les paramètres géométriques, réellement, c'est le rayon et le pas. Ok, quand tu as une vis sous les yeux, tu penses pas à V0 et oméga. Et V0 oméga, ici, c'est un choix de paramétrisation, en fait. simplement. Mhm. Allô. Ok. Mais dans l'énoncé, c'est vrai qu'on commence par donner V0 et oméga et pas. Tu vois, je changerai peut-être l'ordre de la question pour l'an prochain. Ok. Petite question, je suis le seul à avoir un problème de réseau ou alors Ouais, non, bon, faut lui mon envoyer un image est message parce figée, que là, j'ai plus du tout de son. faut lui envoyer un message parce que sinon il va continuer à. Oui, ce que je suis en train de faire, mais il est passé le message. Un Ah. message à qui? Bah, C'est Léo. Léo. Léo, Léo qui date d'aval. Ouais. je l'ai bu maintenant. Faut pas qu'il parle dans le vide. Ah ouais, bah bien joué. Ok. Alors, remarque bonus, il y en a qui me l'avaient fait. En fait, il y a une astuce, mais c'est lié à. C'est pas lié à ce qu'on fait. Mais si vous prenez. Si vous déroulez votre cylindre, donc vous prenez le TD5, vous en faites un cylindre, vous dessinez une hélice dessus. Mhm. Quand vous le déroulez, ça donne quoi? Une droite. Ça donne une droite de hauteur H et de longueur le périmètre ici. Donc par Pythagore, vous retrouvez immédiatement cette formule-là, en fait. D'accord? Ah ouais. Bon, c'est spécifique au cylindre. Un cylindre, c'est la même chose topologiquement qu'une feuille de papier. Juste courbé comme ça. Bien. Léo, t'es revenu? Je crois qu'il est encore muté parce que sinon il allait parler dans le vide vu qu'il nous entend. Non, là, normalement, c'est bon. On Ouais. m'entend. Ouais. C'est à Oui, peu près oui. fait. Je suis en partage de co, donc Ouais, c'est bon. malheureusement. Alors on va Ah, finir non, si... c'est là, définitivement, alors. On va finir un 3 et un 4, hein, on a Ouais. le temps à se lancer. Alors la chaînette, il y a un petit peu de calcul. Ah, De je toute l'ai façon, pas fait, on a tout le temps qu'il nous faut. Hein. Voilà. Ouais, bon, quand même, on va pas passer toute la journée. Faut quand même jouer Il est pas faut motivé. quand même jouer à League of Legends. Ouais. Je l'aurais pas dit, mais je le pensais très fort. Alors la chaînette, c'est un nom classique, c'est la forme des ponts. Sur les ponts suspendus, en fait, ça a la forme d'une chaînette. Si vous prenez un fil que vous suspendez entre les deux mains, ça va prendre cette forme-là, qui est donnée par y de x égale a cos h x sur a. Alors, un cos h, je ne sais pas à quel point vous êtes familier. Par définition, je rappelle. J'y ai jamais vraiment touché au cos H, sin H et. Non plus. Par définition. Donc, Ah, ok, on va faire des petits rappels avant de formule. Oh, c'est plus que des rappels, c'est plus de l'apprentissage là, mais bon, Ok. ouais. Ouais, On ça va va rappeler, on va rappeler. Pas besoin de commenter. En fait, c'est quasiment comme le cos et le sinus. Vous voyez, avec les formules de l'air, sauf qu'il n'y a pas le i. Il n'y a pas le i. Ah oui, ok. On peut calculer les formules extrêmement utiles, la dérivée du cos h. Alors le h, c'est pour hyperbolique, pour des raisons que je ne vais pas expliquer maintenant. La dérivée du cos h, manifestement, ça fait... Bon, l'exponentielle ici ne touche pas, là il y a un moins qui sort, donc ça fait clairement sinus h. Ouais, non, ouais, c'est ça. Et si vous faites pareil, ici, la dérivée, ça va sortir un moins, un moins. Il y a à nouveau plein de bruit, si vous pouvez muter, c'était pas mal en fait. Il y en a qui ont des micros leader price. Et la dérivée du sinus, ça fait moins, moins, ça fait plus, donc ça fait cos h. Donc ça, c'est pour l'aspect fonctionnel dérivatif. C'est plus simple que le sin et le cos, il n'y a pas le si moins. Okay. Donc ça, c'est cool. Et il y a des formules de trigo équivalentes à la trigo usuelle. La forme fondamentale, qui est cos carré plus sinus carré égale 1, devient autre chose. Alors, je la connais jamais par cœur. Wikipédia. Ah oui, alors je vais avoir du mal à... On va le faire. Cos carré
cos h carré, ça vaut 1 quart de exponentielle 2x plus 1 plus exponentielle moins x moins 2x. Ok, là j'ai juste fait le développement du cos h, enfin du carré. Et sinus h carré, ouais, le carré on le met ici. Ça vaut 1 quart, c'est du a moins b au carré, ça fait du a2, donc ça fait du exponentielle 2x moins 2ab, donc moins 1, plus exponentielle moins 2x. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que si je fais cos h carré moins sinus h carré, donc c'est là qu'il y a un signe qui est différent de la trigo usuelle, bah, ça saute avec ça saute avec ça, il reste 1 moins 1, ça fait 2, divisé par quart, ça fait un demi. Ça doit... j'ai oublié le 2, j'ai oublié. Pardon, ça c'était du a plus b au carré, donc c'est du a2 plus 2ab, donc il y a un 2 ici. Et là c'est du a2 moins b2, donc ça fait du 2 moins 2, c'est-à-dire, enfin du 2 moins moins 2, c'est-à-dire 4, le tout divisé par 4, ça fait 1. Alors ça, on va s'en servir dans le calcul, ça va nous simplifier notre intégrale, en fait. C'est le pendant donc de la formule cos carré plus sinus carré égale 1 en trigo hyperbolique. Bien. Moi, je crois qu'on a tous les rappels sur cos h et sin h, là. Et donc, si vous voulez, de la même façon que dans Wikipédia, vous allez trouver un formulaire complet de toutes les formules qui existent en trigo usuel, vous allez aussi trouver l'équivalent donc, en trigo hyperbolique, donc les formules d'addition, les formules de linéarisation, les formules de... etc. Pourquoi tu fais des captures d'écran? Il y en a qui... Qui arrive encore à voir, là? Ouais. Pour les garder au chaud pour plus tard. Ouais, bah normalement, de toute façon, je l'ai enregistré, bon, enfin, on verra. Ça, c'est lourd. Tout le monde est toujours connecté, là? Oh là là, misère. Oui. Qui a Léo? Ah non, c'est bon, ça phasait, mais non, ça va mieux. Ah, vous voyez pas si bien que ça, en fait. Hein. C'est un Si, peu si, flou. ça va, franchement. Ça va, en soi, ça va. La capture il y a des d'écran, petits moments où ça Ok. bégaye, mais Après, c'est suffisant pour s'y retrouver pour lire, quoi. Ouais, parce que le marqueur, est pour le moment, il est neuf, et donc il écrit bien. Mais quand Oui, quand il sera en fin de vie, ce sera pas la même histoire, par contre. Non, il va falloir que je demande une attestation sur l'honneur pour aller acheter des crayons. Je sais pas trop si je vais pouvoir en trouver d'ailleurs, mais bon, on verra. Alors ici donc. Au pire, Amazon, hein. Ouais. Non, mais dans les supermarchés, il y en a des marques. Donc ici, on a la longueur de la chaînette. Nous demande-t-on. Ah oui, alors les graphes peut-être quand même. Avant de ça, le graphe du cos h. Alors le graphe du cos h, bah, c'est un exponentiel x plus exponentiel moins x, donc c'est toujours positif. D'accord. En x égale 0, alors sur 2, hein, en x égale 0, ça vaut 1. En x qui tend vers moins l'infini, ce terme-là est nul, et ce terme-là est exponentiellement grand. Et en x qui tend vers l'infini, c'est lui qui est grand et lui qui est négligeable. Donc ça fait un... Allô? Oui. Bah là, j'ai un Un truc petit comme souci ça. de stream, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Franchement, le stream, ça marche pas. Ah, yes, ça marche. Ouais, mais je pense que ça va sauter de temps en temps, quoi. Question intéressante, c'est un rond, là, ce que vous avez fait, ou c'est une parabole? Alors, ce n'est pas une parabole. C'est, en gros, tu vois l'équivalent du cos h. Très vite, il y a un des deux termes qui est négligeable. Et dans tous les cas, tu es de type exponentiel. Donc, en fait, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à une parabole, ce que j'ai fait. Mais En fait, je vois pas, parce que le feutre est pas assez fort. Ouais, en fait, c'est une exponentielle comme ça. C'est une exponentielle comme ça. Alors, bon. En soi, on dirait que c'est x2, mais en 1, quoi. Ouais, mais c'est pas x2, c'est beaucoup plus... Oui, c'est beaucoup plus resserré, je pense, parce que c'est une exponentielle. Mais en soi, c'est dans l'idée, c'est une sorte de courbe comme x2, mais en 1. Alors, les volontaires peuvent aller sur Google, tapez-moi le graphe et mettez le graphe dans le chat de la fonction. Juste, c'est 1 ce qui a marqué en bas de la courbe, enfin, c'est moins 1, pardon. Non, c'est moins 1 et cos... Non, c'est 1, c'est 1. Ça, c'est 1 En 0, ça vaut 1.
Donc cos h de x est supérieur ou égal à 1 pour tout x. Ce qui peut être utile comme formule. Et par contre, sin h, du coup, ça est égal à 0 en 0. Sin h, c'est d'abord c'est une fonction impaire. Oui, alors là on pouvait voir clairement que c'était une fonction paire. Sur le sinus h, il y a un moins, donc c'est une fonction impaire qui est essentiellement exponentielle à droite. Et qui, Monsieur, oui, ressemble à ça. c'est le tracé ou enfin le graphe. A. Oui, je fais pas encore le moins a et a. Juste avant, je voulais faire le graphe des fonctions sinus h et cos h, puisque vous les connaissez pas bien. Et donc voilà. Ouais, alors ça, Ok. ça je le reprends après. Donc voilà, cos h et sinus h, ça ressemble à ça. Ça tend vers l'infini. Ou moins l'infini. Vers moins l'infini et plus infini. Ok. Ça passe par 0, c'est impair pour sinus. C'est pair et ça passe par 1 pour cos h. Et ça n'est pas une Ok. parabole, malgré le schéma qui ressemble beaucoup. Ah voilà, qui ressemble beaucoup à une parabole. Et effectivement, il y a tan h, qui est sin h sur cos h, qui est une fonction assez souvent utilisée. Par exemple, dans les réseaux de neurones artificiels, là, si vous voulez que votre entrée, que votre fonction, en fait, si vous faites le développement limité de tan h, autour de l'origine, c'est tan h de x égale x plus grand O de x3. Et quand x est très grand ou très, très négatif, ça tend vers moins 1 et 1. Donc c'est une fonction seuil qui est très très fréquemment utilisée, en particulier en informatique. Ok. Bref. Ok, alors pour l'exo, donc on va faire la chaînette, c'est-à-dire ce cos h ici. Sauf que c'est cos h de... Moi, je me le reprends. Il y a un paramètre de longueur petit a, donc comme j'ai a cos h de x sur a, c'est mon y, en 0 ça vaut petit a. Je change de stylo, mais il n'est pas vraiment mieux celui-là. Y de a, ça vaut a cos h 1. Alors ça se simplifie pas spécialement. Cos h 1, ça fait e plus 1 sur e, le tout divisé par 2. Bon, c'est une certaine valeur. Et y en moins a, bah en fait c'est y de a puisque c'est une fonction paire. Donc votre pont suspendu, c'est ça. Ok. Mhm. Donc bon, si vous regardez les arches d'un pont, ça ressemble typiquement à ça. La question c'est bêtement la longueur entre A et B de cette courbe. Donc c'est l'intégrale de xa à xb. Ici on a le graphe d'une fonction, donc c'était le dx2 plus dy2 devient 1 plus y' de x. Le tout carré fois dx. Et il faut aller calculer d'abord cette racine et le primitiver. Effectivement, sans la formule de Trigo qu'on vient de voir, c'est un calcul qui a l'air dur. Avec la formule de Trigo, c'est un calcul qui est simple. Monsieur, n'effacez pas tout de suite, s'il vous Ouais. plaît. Pardon. Donc, y c'est a cos h x sur a, donc on dérive. Y', ça vaut... La dérivée de cos h, c'est sinus h, donc ça fait sin h de x sur a, mais c'est une fonction composée. Donc, la fonction composée, ça va être la dérivée de cos h u. C'est comme un cos, ça va être u' sinus h u. Ok. Donc le u' ici sort un 1 sur a. Donc le Monsieur? A. Oui. Juste, j'ai pas compris. L'axe où est marqué moins A et A, donc c'est l'axe des X, c'est ça? Oui, c'est l'axe des x. Je présume ça. C'est pas l'axe de tout à l'heure sur l'autre schéma. C'était déjà l'axe des x, mais ouais. Parce qu'il y avait deux axes sur l'autre schéma où chez moi, peut-être j'ai mal vu, je sais pas. Bon. Enfin, il y avait deux droites. Monsieur, Oui. vous aviez effacé, mais c'était écrit au niveau de y de a. Il y avait y de 0, y de a, y. Ouais, c'était juste pour faire le schéma, c'était pas très important. C'était écrit quoi? Y de 0, ça vaut a.
Et y de a, ça vaut, on a dit a cos h de 1. Mais cos h de 1, ça a une certaine valeur numérique que je connais pas, mais c'est e plus 1 sur e sur 2. Peu importe, mais ça fait. En fait, c'était pas utile que je l'écrive. Juste, vous avez marqué quoi? En haut, y égale a cosinus hyperbolique de. Et c'est un x au-dessus, c'est ça? Je présume C'est x sur a. C'est x sur a. X sur a? Ok, d'accord. Donc simplement, je dérive avant de pouvoir faire cette intégrale ici, je calcule y'. Ok. Et donc. C'est juste, excusez-moi, c'est quoi la dernière ligne? C'est cos h de x ou de a égale L1 de sin HA? La dernière ligne, la dernière équation que vous avez écrite. Ça là? Ici, Oui, là ça. C'est pour la dérivée composée. C'est cos h de u x. Ok, et on sort u. Oui, bah Prime, c'est bien la sûr. dérivée. Ouais, c'est une composée, Oui, ok. c'est la composée usuelle, donc le u' me sort un 1 sur a qui va annihiler le Ouais, a. qui va annuler le a, ouais. Ok, Donc j'arrive merci. sur y' égale sinus h de x sur a. Donc je remplace dans mon intégrale. Monsieur? J'ai réussi, putain, t'es un bon. T'es un bon. Monsieur, on voit pas le début. Enfin, moi, je vois pas le début du tableau. Ouais, j'ai écrit trop. Alors il y a du son qui est autre chose là. Ok. Enfin. Du coup, c'est de moins a. Alors, et je remplace, c'est la racine de 1 plus y', c'est-à-dire 1 plus sinus h carré de x sur a dx. Alors là, Théo, je crois que c'était Théo tout à l'heure, a dit ouais, mais ça, je sais pas intégrer. En fait, tel quel, non. Avec la formule de Trigo qu'on a vue, ça se simplifie, puisqu'on a vu que cos h carré moins sinus carré, c'était égal à 1, donc c'est égal à 1 plus sinus h carré. Donc le 1 plus sinus h qui est dans la racine, en fait, c'est le cos h. Ah, ok, c'est bon, je vois. Et comme la racine d'un carré, c'est la valeur absolue, mais que le cos h est toujours positif, je peux directement remplacer par la primitive simple de x sur a, de cos h de x sur a dx. Et vu que la dérivée du sinus h, c'est le cos h, la primitive du cos h, c'est le sinus h. Il y a juste le 1 sur a à prendre en compte. Primitive composée. Et donc, ça fait quoi, là? Je vous écoute, j'écris. Bah, a sinus h, x de a sur h. Alors, on a une proposition a sinus h de x sur a, primitivée entre Moi, je suis d'accord. moins a et je suis d'accord aussi. Puisque la dérivée va sortir un 1 sur a qui va annuler dessus. Voilà, et donc ça donne le résultat de la longueur qui vaut un truc. Voilà. Ça vaut S, A SH de 1 moins A SH de moins 1. Moins. Voilà. Et comme c'est une fonction impaire, ça faut 2A SH de 1. Mais la formule n'a aucune importance. C'était juste pour faire un calcul. Vu que les deux premiers, on avait fait des cours paramétrés, il fallait que je mette un exo sur une paramétrisation par le graphe. Voilà. Ok. Et pour le dernier, pour le 4, nous sommes en sphérique. Aïe. Ça va faire mal. Non, on est en sphérique, mais on va être... Attends, je vais peut-être attendre 2 secondes. Si vous voulez copier ça, je vais essayer de trouver d'autres crayons. Je crois que j'en ai d'autres qui traînent. Et c'est un coup dur pour le L1. En fait... Là, j'en ai pas. Je vais chercher des feutres. Bon, j'en ai pas, mais
Je vais essayer d'aller en acheter après pour 3 semaines, pour mes grosses réserves. Alors on finit donc l'exo 1-4. On a la sphère. On va de Vancouver vers Paris. Le long d'un parallèle. Alors, en pratique, on n'est pas exactement à la même latitude dans ces deux villes, mais quasi. Donc on va supposer que c'est le cas. Et donc on va vers l'est ici. C'est-à-dire qu'on va dans le sens du vecteur EFI. D'accord. J'entends plus personne, c'est parce que vous parlez pas. Oui. Oui, totalement. On est concentré. À quel point tout le monde s'active? Et la question initiale, la première, est vraiment très... Attendez, Vancouver, il est où Vancouver? J'ai pas sur votre schéma, il est sur le. C'est quoi Il est à ED? gauche. Il est à gauche, C'est Vancouver. l'est. là. C'est l'est. Dans le Canada, quoi. Ah, Est, ok, d'accord. Ouais, en Vancouver, quoi. C'est au Canada, Léo. Mais c'est pas grave. Oui, mais. La géographie, merde. T'as encore Non, mais- beaucoup de choses à apprendre. Donc, C'est là qu'on est en physique, quoi. je vous ai donné les coordonnées en angle Monsieur orbital. Oui. C'est écrit quoi en dessous de. Enfin, il y a un peu, c'est à côté du petit E, C'est écrit l'est. quoi Je dis que c'est L'est. on va plein est. Ah, ok. Alors, ça, c'est la trajectoire que vous allez dessiner sur la sphère si vous allez plein est. Les avions. Ah, on a des malades. Les avions, vous savez qu'ils font pas plein est, ils font la trajectoire du grand cercle. Qui est ça. De telle sorte que ça soit en fait un méridien dans le plan de coupe de la sphère. Et on va comparer la longueur des deux. En l'occurrence, les avions prennent le chemin le plus court. C'est-à-dire que le chemin le plus court, ça n'est pas d'aller le long du parallèle. Donc, première question, c'est qu'est-ce que ça vaut le DS en sphérique? J'aime pas le sphérique, mon dieu. Ah là là. Le DS, par définition, c'est la norme de DOM. C'est la norme de DOM. DOM, on connaît par cœur, c'est DRER plus R dθ Eθ plus R sinus θ R sinus θ dφ EφI. Alors ça reste une base orthonormale, donc la norme c'est la racine des sommes des carrés. Donc ça fait dr2 plus r2 dθ2 plus r carré sin carré, je le pars à la place θ dφ2. Ok? Alors ça c'est l'expression du ds général. Si vous êtes à la surface d'une sphère, il se passe quoi? Il se passe que R est une constante. Le dr est constant, oui. Alors, le R est constant, donc le dr est nul. Juste, monsieur, il y a marqué dr carré plus r carré dθ carré plus r carré et il y a un truc. Sinus carré θ, sinus carré θ, dφ carré. Bon, en fait, tout ce gars-là au carré. Sin carré θ sur dφ, divisé par dφ. C'est pas divisé, c'est fois dφ, mais j'avais plus la place. Ah, d'accord. Alors, divisé, ça n'aurait aucun sens. Je me disais, il y a un truc bizarre. R étant constant, le dr vaut 0. Et par ailleurs, si je me déplace plein est, donc ça c'est vrai sur la sphère en général. Le dφ est nul. Le dθ est nul. Oui, et si dθ. Si θ égale constante, donc je me déplace à l'est ou à l'ouest, le dθ est nul. Donc là, c'est ce qui va nous intéresser pour la première trajectoire, celle d'aller plein est. Donc du coup, le ds devient simple dans ce cas-là. Il faudra peut-être commencer plus tôt pour la lumière, pour avoir plus de lumière en... Ouais, parce que là, il commence... Je vais... ouais, et puis il commence à faire... Je vais allumer... je vais brancher la lampe aussi. Des conditions low cost. Brancher la lampe.
sera peut-être un peu mieux. Ouais, Monsieur. vite fait. Ouais, mais Il y a quand même il y a l'ordi qui fait l'ombre du coup. Alors c'est Ouais, c'est parce ça. que je vais changer la lampe de place. Voilà. Ok. Oui. Est-ce que vous pourriez baisser. Parce qu'en fait, je vois pas le résultat. dθ égale 0. Baisser quoi? Ah oui. Merci. Ok, merci. Ah bah du coup, puisque c'est baissé, je peux l'écrire en dessous. Du coup, le ds, dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, le ds a une expression simple, c'est R sinus θ. Ah, grand R, puisque je suis sur la sphère, R sinus θ dφ. En fait, c'est la racine carrée de R2 sin carré dφ2. Ouais, mais donc du coup, elle s'applique à une seule chose, donc on peut directement appliquer la racine. Voilà. Et ça va me donner immédiatement, comme dans le cas tout à l'heure du cercle en polaire, au lieu de paramétrer mon phi par un phi égal oméga t, je peux directement intégrer entre les deux bornes qu'on me donne pour phi. Ouais, parce que tout le reste va être constant, donc on pourra le sortir de l'intégrale. Voilà. S'il y a plusieurs variables en même temps, il faut paramétriser. Mais là, je suis pas obligé de le faire. J'ai perdu mon chiffon, là. Donc, en l'occurrence, ça donne un truc tout à fait trivial pour le... Ça va, du coup, l'intégrale, elle va être égale à intégrale de phi v à phi p, non? C'est ça. Alors, de Vancouver à Paris, de l'élément différentiel, donc R sinus θ, dφ. Et cette intégrale, ici, il faut voir que θ est une constante. Donc, on pourrait l'appeler θ, θ, ouais. θ0, si vous voulez. Ouais, θ, quoi. Ça, c'est une constante. C'est pas une constante, c'est ça? Oui, Non. donc, si je fais une trajectoire comme ça, là, il y a à la fois phi et θ qui varient, donc le calcul est plus dur et je suis obligé de paramétrer ma trajectoire. Parce que sinon, je ne sais pas intégrer ce truc-là, puisque θ dépend de phi. Ici, c'est pas le cas, donc ça fait une intégrale tout à fait triviale de dφ entre phi v et phi p. Donc la primitive de dφ, bah, c'est phi, donc ça fait phi. R sinus θ phi p moins phi v. Alors ça, vous pourrez aller faire le calcul numérique. R, c'est 6300 km. Phi p et phi v sont donnés en degrés, alors il faudra les mettre en radians. Et sinus θ, vous pouvez le calculer en radians. Ça donne un truc, je sais pas, je l'ai fait, je crois, ça donne 9000 et quelques kilomètres. Non, c'est plus plutôt 10 ou 11, je crois. Et la trajectoire des avions, on va trouver 9000 et quelques. Donc c'est plus court de 1000 et quelques kilomètres. Ok, donc quand on a des déplacements, vous voyez, hein, de façon générale, quand on a des déplacements qui sont le long que d'une seule coordonnée, ça simplifie en général beaucoup les calculs. Ouais, même en sphérique, on peut se permettre. Ouais, alors... Monsieur? Oui. Pourquoi vous avez changé les bornes intégrales? C'est... Où est-ce que j'ai changé les Ah oui, non, j'ai rien dit, je sais pas lire. Non, j'ai pas changé les bornes. Oui, non. Bien joué, Erwan. La question Super. non triviale, c'est la longueur de ce chemin-là, des avions. En fait, montez la caméra parce que j'ai pas vu le chemin, s'il vous plaît. Ouais, c'est celui d'au-dessus. Donc c'est celui qui passe par un plan de coupe de la sphère qui serait comme ça, clac. Et c'est celui qui passe. Enfin, vous voyez sur une projection 2D, c'est la trajectoire qui est courbée, quoi. Dont on s'imagine qu'elle est plus longue, mais c'est parce que c'est une projection de la sphère. En fait, c'est plus court. Mais dans ce cas-là, le dθ va varier. Voilà. Alors le calcul est abominable et on va pas le faire. On va ruser. En fait, il faudrait deux options. R est constant. Il nous faudrait une paramétrisation de θ de t et phi de t. Et ou, c'est la même chose, un phi en fonction de θ. Trouver l'expression de ça pour décrire la trajectoire des avions est non trivial. C'est assez compliqué. En fait, c'est assez difficile. On peut le faire, mais c'est assez difficile. Donc, la question 2 vous permet de ruser. En fait, c'est une astuce pour s'en sortir quand même. Puisque donc là, ça n'a plus de lien avec les intégrales curviligne, c'est juste pour finir le calcul. Si je prends le centre de la Terre O, il faut que je remonte l'écran peut-être. C'est bon. Ouais, ça va. J'ai un vecteur OV qui va du centre de la Terre vers Vancouver. J'ai un vecteur OP. Monsieur? Oui.
Vous pouvez baisser 2 minutes l'écran, je vais prendre une photo, c'est le plus simple. Tac, hop, ouf, merci. Tu peux imprimer écran. Ouais, prends une capture d'écran. Ouais. Ok. Alors moi, je veux la longueur de la trajectoire des avions. C'est-à-dire, en fait, cette courbe-là. Et cette courbe-là, c'est quoi? En fait, c'est un arc de cercle, puisque par définition de la trajectoire des avions, c'est la trajectoire le long d'un méridien. Alors, c'est pas un méridien qui part du pôle Nord, mais c'est un méridien qui partirait de deux pôles ici, quoi. Vous voyez. Donc, ceci est en fait un arc de cercle de rayon R. Donc, si je veux calculer... Est-ce que vous pouvez remonter l'écran, s'il vous plaît? Là, la caméra. Ouais. Si je veux calculer la longueur de l'arc de cercle, il suffit que je connaisse l'angle entre V et P. Donc la distance L2 là, des avions, c'est R alpha. Alors qu'est-ce que je peux faire pour calculer cet angle? Eh ben, je peux dire que... Ouais, le produit scalaire, et on a OP, parce que OP et l'autre vont être égaux, et donc du coup... OP fois OV, c'est la norme de OP fois la norme de OV, les deux font le rayon de la Terre, donc ça fait R carré. C'est R carré. Cos alpha. En conséquence de quoi, la longueur que je cherche, c'est R fois arc cosinus du produit scalaire OP-OV divisé par R2. Et il n'y a plus qu'à aller calculer ce produit scalaire OP-OV, sachant qu'on connaît les coordonnées sphériques de P et de V. Ok. Donc, et ça va faire une formule assez sale. Je vais essayer d'écrire petit. Juste, ça c'est pour la question 2, on est d'accord? Oui, Okay. tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de OV? Un vecteur position en sphérique, on sait que c'est R cos θ, ici sinus θ et cos phi. Et cos phi, ouais. Alors ça, c'est pour Vancouver, donc c'est phi Vancouver. Vous faites pareil pour OP. Ensuite, vous faites le produit scalaire, donc lui fois lui, plus lui fois lui, plus lui fois lui de l'autre. Donc ça va faire une grosse expression un peu vilaine. Et puis vous le balancez dans l'arc cos, et puis c'est terminé, quoi. Vous voyez? Mais c'est ultra dégueulasse. Oui, assez, ouais. Ça va faire un arc cos d'une somme de sin carré, de cos phi, de carré partout. Ouais, je crois pas que ça vaille le coup que je l'écrive ici, elle est dans le corrigé. Et l'évaluation numérique prend 5 minutes parce qu'il faut passer tout en radian, calculer les sinus individuellement, faire les carrés, prendre l'arc cos. Bon, c'est un peu... Voilà. Mais donc ça, c'est la ruse, parce qu'en fait, paramétrer cette trajectoire... En fait, la trajectoire des avions, si elle part du pôle Nord et qu'elle va quelque part, le long d'un méridien, c'est facile, parce que phi est constant, et c'est juste θ qui varie. Entre deux points qui sont pas, dont aucun des deux n'est le pôle Nord ou le pôle Sud, c'est assez compliqué, en fait. Une des solutions, ça pourrait être de faire une rotation d'abord, une double rotation pour ramener un des points au nouveau pôle Nord, avec des changements de variables, faire le calcul dans ces coordonnées rotationnées, et faire une... Et revenir dans les coordonnées de base. Voilà. Donc ça, c'est une des solutions. L'autre solution, c'est de résoudre ce qu'on appelle l'équation des géodésiques, c'est un truc que vous verrez plus tard, qui permet de calculer ce qu'on appelle la géodésique, c'est le chemin le plus court, donc qui permet de calculer l'équation du chemin le plus court. Et c'est assez costaud. Donc ici, clairement, c'est peut-être moche en calcul, mais c'est simple, c'est malgré tout simple d'obtenir le résultat. Donc c'est une ruse qui est maligne ici. Et je vous laisserai finir le calcul du produit scalaire de l'un par l'autre. Ok. Voilà. Mais donc là, en soi, pour avoir L2, il n'y a pas d'histoire d'intégrale de tel point à tel point, c'est juste on fait par ce... Si, tu pourrais l'écrire comme ça, c'est juste que pour ça, il faudrait disposer de la paramétrisation du chemin. Oui, ça j'avais bien entendu, mais dans ce cas-là, quand nous on va essayer de chercher à faire L2, on va vraiment utiliser juste le R arc cos de OV OP sur R carré. Ouais, c'est tout. Et ça donnera... un truc vraiment pas beau, quoi. Non, c'est assez vilain, mais voilà. Je vous mets le corrigé immédiatement après, d'ailleurs, parce que je vais le mettre bout par bout. Hein, je vais scinder le PDF en plusieurs bouts, et je mets... Ces 4 premiers exos
En corrigé. PDF. Alors, je pense que je vais continuer d'utiliser Moodle pour ça, peut-être. Ce sera tout le monde. Ce sera plus simple. Tout le monde n'est pas là aujourd'hui. Ouais, Moodle c'est mieux. Moodle c'est mieux pour ce genre de les corriger. Z26, il en manque quand même Moodle, un c'est certain mieux. nombre. Bien, et on continuera. Bah, on est quoi? On est mardi? On est mardi. Je propose. Bah, lundi prochain. Du coup, pour nous en tout cas. Ah non, je pensais 2 séances par semaine. On peut soit jeudi, Ouais. vendredi. En fait, ça dépend de vous. Bah, moi, je suis libre. Ah non, après jeudi. A priori, jeudi, je fais un TD de relativité à 16h30. Donc avant ou vendredi, les Phi 3. Si on prend un horaire de Phi 3, c'est le vendredi à 10h45. Ok. Ok. Mais je sais pas si les Phi 2 peuvent, vous pouvez. Ouais. Bah, de toute façon. Ouais. De toute Ouais, on façon, peut. De toute Non, mais façon, si pour vous avez l'instant, un- les autres profs. Ok. Ouais, Ouais, non, normalement, mais les autres profs, ils sont pas non, très c'est investis bon. sur Discord de ce point de vue-là. Donc, pour l'instant, on n'a pas Ouais, trop ouais, d'infos. faut et- encore qu'on se renseigne avec eux. Bah j'avoue Ouais. que Théo, t'as Parce fait que un de truc base, vraiment de bien. base en donc, Phi 2, on a optique le vendredi à 10h40. Bah Ah oui, attends, faut voir. Passer, donc, Bon, de toute façon, comment On a je fais pour optique, joindre la vendredi là? Non, mais Non, justement, on Pierre. sait pas Faut comment demander. ça se passe. Non, mais après, pour l'optique, elle a envoyé un mail, elle a dit qu'il y aurait des trucs sur Et Moodle, Ouais, des quiz sur Moodle et trucs des comme ça. quiz, Alors, que je vais ça donnerait des Ouais. points bonus et tout. et je vais couper.